L'Assemblée va entendre l'allocution de Son Excellence. Son Excellence M. Ilham Heydar Oghlu Aliyev, président de la République d'Azerbaïdjan. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner Son Excellence, que j'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Ladies and gentlemen, for many Mesdames et messieurs, pendant des années, je me suis exprimé du haut de cette tribune pour évoquer les tragédies d'agression, d'occupation et d'injustice traversées par mon pays, l'Azerbaïdjan. Mais aujourd'hui, je vous parlerai du chemin de la victoire et de la paix, d'une ère nouvelle qui s'ouvre dans l'histoire de l'Azerbaïdjan, sur ce que nous avons accompli pour mettre fin à l'occupation à travers une guerre de libération. Nous avons acquis la paix par des moyens politiques. Pendant près de 3 décennies, près de 20% du territoire souverain de l'Azerbaïdjan était sous occupation militaire, occupation de l'Arménie. 1 million d'Azerbaïdjanais avaient été expulsés de leur foyer à la suite d'une politique de nettoyage ethnique et de crimes de guerre commis par l'Arménie. Leurs droits humains fondamentaux avaient été bafoués. 4 résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies adoptées en 1993 exigeaient pourtant le retrait sans condition complet et immédiat des forces armées arméniennes de ces territoires occupés. Et là, ces résolutions n'ont jamais été mises en œuvre. L'Arménie les a ignorées car aucune sanction n'était prévue. Dans ce cadre, le groupe de Minsk de l'OSCE, créé en 1992 pour faciliter la conclusion des règlements, n'a pas rempli sa mission. Au lieu d'appliquer les normes et principes de droit international, ses coprésidents se sont efforcés de préserver le statu quo et de maintenir le conflit gelé. En 2020, après près de 30 ans de négociations infructueuses, l'Azerbaïdjan a été contraint d'exercer son droit à la légitime défense en vertu de l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Pendant cette guerre, l'Arménie a pilonné nos villes et nos villages à l'aide de missiles balistiques et de sous-munitions, tuant plus d'une centaine de civils innocents. L'Azerbaïdjan, à son tour, a mené la guerre dans le strict respect du droit international humanitaire. Nous avons garanti la protection des civils et nous n'avons pas pris pour cible des infrastructures non militaires. Lors de cette guerre patriotique qui a duré 44 jours, nos forces armées ont libéré les territoires occupés et rétabli l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan, conformément au droit international et aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le 10 novembre 2020 marquait la capitulation de l'Arménie et le rétablissement de l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan après quasiment 30 ans d'occupation. Juste après cette guerre victorieuse, l'Azerbaïdjan a déclaré être prêt à ouvrir une nouvelle page dans ses relations avec l'Arménie, en reconnaissant mutuellement l'intégrité territoriale et la souveraineté de chacun. Nous avons proposé 5 principes fondamentaux reposant sur le droit international. Nous avons présenté une proposition de traité de paix et ensuite nous avons lancé un processus de négociation sur le projet de texte présenté, processus qui a duré d'octobre 2022 à l'été 2025. Malgré des tentatives de mise en péril du processus, les négociations ont quand même été fructueuses. Elles étaient menées de manière strictement bilatérale, à l'abri de toute ingérence extérieure. Le 8 août de cette année, les ministres des Affaires étrangères de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie se sont rencontrés à Washington, à la Maison-Blanche, en présence des dirigeants des États-Unis de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie, et ils ont signé le texte de cet accord de paix.
Le même jour, le président de l'Azerbaïdjan et le premier ministre de l'Arménie ont signé une déclaration conjointe. Le président des États-Unis, Donald Trump, a également signé cette déclaration en tant que témoin. De plus, l'Azerbaïdjan et l'Arménie ont appelé conjointement à la fermeture du groupe de Minsk de l'OSCE et de ses structures annexes, étant donné que ce mécanisme devenait obsolète et ne pouvait plus servir dans le cadre du processus de paix. Par conséquent, le 1er septembre, l'OSCE a décidé de fermer ces structures de manière permanente. La connectivité régionale est au cœur de cette vision de paix pérenne. Un autre élément résultant du sommet de Washington est ce qu'on appelle TRIP, l'itinéraire de Trump pour la paix et la prospérité internationale, qui permettra un accès sans entrave par le corridor de Zangezur pour favoriser la connectivité régionale. Le sommet de Washington, qui s'est tenu récemment, a également marqué l'ouverture de nouvelles phases dans les relations entre l'Azerbaïdjan et les États-Unis. Avec le président Trump, nous avons signé un mémorandum d'accord pour la création d'un groupe de travail stratégique afin d'élaborer une charte sur notre partenariat stratégique. Ceci devrait ouvrir de nouvelles possibilités de partenariat dans le domaine politique, économique, énergétique, de connectivité régionale, de la défense, de la sécurité et dans d'autres domaines. La levée par le président Trump des sanctions imposées à l'Azerbaïdjan en 1992 est un pas historique également. La levée permanente du chapitre 907 qui avait été adopté par le Congrès américain éliminera en effet tout deux poids deux mesures dans nos relations et favorisera la confiance et la coopération à l'heure où l'Azerbaïdjan contribue à la stabilité et à la sécurité dans le monde. Dans l'ensemble, ces accords sont extrêmement importants. Ils sont même historiques. Tous ces accords ont été conclus lors de ma visite au mois d'août aux États-Unis. J'aimerais donc remercier le président Donald Trump d'avoir permis l'ouverture d'un nouveau chapitre dans notre relation. Je le remercie de sa décision consistant à donner une nouvelle dimension à notre partenariat stratégique et de son soutien au processus de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Après notre victoire dans cette guerre patriotique en 2020, nous avons lancé un programme de reconstruction à grande échelle dans les territoires libérés. Pendant l'occupation, l'Arménie avait rasé des centaines de villes azerbaïdjanaises, des villages aussi, détruisant délibérément 65 mosquées. C'était la politique de l'Arménie, gouvernée par des criminels de guerre pendant près de 30 ans. Quant à nous, nous avons décidé de reconstruire ces villages et ces villes. Dans le cadre du programme du Grand Retour, plus de 152 000 personnes ont déjà pu être réinstallées dans ces territoires libérés pour y vivre, travailler et étudier. Un des problèmes les plus graves auxquels se heurte l'Azerbaïdjan dans cette période au lendemain du conflit est la contamination par les mines terrestres pendant l'occupation arménienne. Depuis novembre 2020, plus de 400 civils azerbaïdjanais et personnels militaires ont déjà été tués ou gravement blessés par ces explosions. La contamination massive fait obstacle au retour en sécurité des personnes déplacées et freine les projets de reconstruction. Près de 4000 Azerbaïdjanais ont également été portés disparus pendant l'agression arménienne et l'occupation qui avait commencé dans les années 90. C'est un dossier qui mérite toute notre attention également. Mesdames et messieurs, pour ce qui est des défis auxquels nous nous heurtons encore aujourd'hui, nous pensons que la réponse doit obligatoirement être inclusive, juste et universelle. En 2022, au sommet des États du littoral caspien, j'avais déjà soulevé la question de la dégradation environnementale de la mer Caspienne. Mais la situation s'est bien détériorée depuis. La mer Caspienne se réduit comme peau de chagrin. La principale raison à cela, ce n'est pas le changement climatique. Il faut que tous les États du littoral prennent des mesures pour enrayer cette catastrophe écologique dont les conséquences risquent d'être catastrophiques. L'Azerbaïdjan est prêt à coopérer avec ces pays et avec l'aide de l'ONU à régler ce problème. Nous avons d'ailleurs lancé plusieurs initiatives pour montrer notre engagement
et notre volonté de trouver des solutions durables. L'Azerbaïdjan est fier d'avoir accueilli la COP29 l'an dernier, où nous avons obtenu des résultats importants en matière d'action climatique, de transition verte et d'accès équitable au financement. L'adoption de l'objectif NCQG à la COP29 sur le financement de l'action climatique est un jalon historique dans le domaine du financement de l'action climatique. Cet engagement ramène à 300 milliards de dollars l'engagement en la matière jusqu'en 2035. Ces financements devraient aller des pays développés aux pays en développement. L'Azerbaïdjan a également mis dernièrement un cadre important relatif au marché carbone en vertu de l'article 6 de l'accord de Paris. À présent, l'accord de Paris est donc pleinement opérationnel 9 ans après son adoption. Plusieurs accords clés ont également été signés à la COP29, comme le fonds pertes et préjudices qui est maintenant également opérationnel et apporte une aide critique aux communautés vulnérables touchées par les changements climatiques. Nous sommes également fermement déterminés à assurer la transition verte. Mais nous savons qu'il faut être réaliste. Le monde ne peut pas vivre sans énergies fossiles pour l'instant ou dans un futur proche. Les sécurités énergétiques est étroitement liée à la paix, à la connectivité régionale et au développement économique. L'Azerbaïdjan continue de jouer un rôle actif sur ces questions. Nous avons en effet été et continuons d'être un partenaire fiable et indispensable pour aider de nombreux pays à assurer leur sécurité énergétique. Nous jouons un rôle stratégique en connectant la région caspienne aux marchés internationaux grâce à des systèmes d'oléoducs et de gazoducs diversifiés. Aujourd'hui, nous fournissons du gaz naturel à 14 pays. Nous sommes le principal pays, nous sommes plutôt le pays du monde qui a le plus de clients utilisant ces gazoducs, ce qui reflète notre rôle stratégique dans le renforcement de la sécurité énergétique et dans la diversification des itinéraires d'approvisionnement en Europe et au-delà. L'Azerbaïdjan et la Syrie ont récemment renforcé leur partenariat bilatéral pour développer des infrastructures et avancer dans la reconstruction au lendemain du conflit. Depuis le mois d'août de cette année, l'Azerbaïdjan a commencé à fournir la Syrie en gaz naturel via la Turquie, réduisant ainsi considérablement ses pénuries en électricité. L'Azerbaïdjan attire également d'importants investissements en matière d'énergie renouvelable, solaire, éolien et hydroélectrique. Près de 40% de notre énergie sera produite à l'aide d'énergie renouvelable d'ici à 2030. Les projets de connectivité, comme les corridors Est-Ouest et Nord-Sud, traversent notre pays. Nous avons assisté à une augmentation de près de 90% des volumes de fret passant par le corridor intermédiaire depuis 2022. La durée de transit le long du corridor a été considérablement réduite. La flotte commerciale la plus importante en mer Caspienne a une capacité de 25 millions de tonnes. Et le chemin ferroviaire Bakou-Tbilissi-Kars joue également un rôle très important, tout comme les 9 aéroports internationaux, la plus grande compagnie de fret aérien dans la région et d'autres atouts qui font de l'Azerbaïdjan un des hubs de transport internationaux les plus importants. Il est essentiel de poursuivre la coopération en matière de connectivité régionale. L'Azerbaïdjan avance d'ailleurs en matière de transformation numérique dans le cadre de son initiative Digital Silkway, un projet de fibre optique passant sous la mer Caspienne. L'Azerbaïdjan est riche également d'une croissance économique forte grâce à une économie diversifiée. Au-delà du pétrole et du gaz, nous développons d'autres secteurs non pétroliers, amélioreront le climat de l'investissement grâce à de nombreuses réformes et en favorisant la transparence.
Nous réduisons la pauvreté, le chômage, qui sont à un taux historiquement bas aujourd'hui, 5%. C'est un autre progrès important pour notre pays. Récemment, 2 agences de notation internationale, Moody's et Fitch, ont amélioré leurs notes de l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan a également réduit sa dette publique et amélioré sa balance commerciale, ce qui souligne notre résilience économique, notre discipline budgétaire forte et le climat d'investissement favorable dont nous jouissons. Notre dette extérieure s'élève à 6,5% du PIB seulement, ce qui est un des taux les plus faibles dans le monde. Nos réserves étrangères dépassent la dette étrangère de plus de 16 fois. L'Azerbaïdjan est fier également des efforts qu'il déploie en matière d'assistance humanitaire. Nous fournissons de l'aide à des pays touchés par des catastrophes naturelles, par des conflits et des urgences sanitaires. L'Azerbaïdjan a par exemple contribué à la riposte face à la pandémie de Covid-19. Nous avons fait don de matériel de protection, d'appareils médicaux et de vaccins à plus de 80 pays qui en avaient besoin. L'Azerbaïdjan est entré dans une nouvelle ère. Nous avons accédé à la paix, nous avons mis fin à l'occupation et lancé un processus de reconstruction. La justice a triomphé, la souveraineté a été consolidée et la paix est aujourd'hui de facto réalisée. Nous sommes prêts à partager cette expérience positive avec d'autres. Mais ces progrès ne sont pas seulement une victoire pour l'Azerbaïdjan. Cela démontre que le droit international doit toujours prévaloir in fine. Et notre vision est claire. La paix et le développement, reposant sur le droit international, la non-ingérence dans les affaires intérieures des États, fondés sur le respect mutuel et la coopération, sont indispensables. Alors bâtissons ensemble un monde sans 2 poids 2 mesures, où la justice n'est pas sélective, où l'état de droit est respecté, où la paix est réalisée non par la parole mais par des actes concrets. Je vous remercie de votre attention. On behalf of the Assembly, I wish Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le président de la République d'Azerbaïdjan.